Tu savais que la mine de ton crayon à papier a la même composition qu'un diamant ? Salut, moi c'est Sarah Damas, étudiante en première année de biologie à l'UBO. Bienvenue dans mon podcast La science en anecdote, et aujourd'hui je vais vous montrer comment les roches peuvent se transformer grâce au métamorphisme. Tu savais que l'arbre à thé est un camélia ? Tu savais que la mine de ton crayon a la même composition qu'un diamant ? Tu savais que l'être humain ne peut pas sentir le mouillé ? Tu savais que le rose n'existe pas dans le spectre lumineux des couleurs ? Tu savais que le cacao est hydrophobe ? Tu savais ? La science en anecdote, le podcast qui décortique les anecdotes scientifiques les plus insolites. Tout d'abord, c'est quoi une roche métamorphique ? En géologie, on retrouve 3 grands groupes de roches, les roches magmatiques, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Dans cet épisode, je ne vais ne parler que des roches métamorphiques, mais si vous voulez en savoir un peu plus, j'en parle dans mon épisode sur les protéines de 20 millions d'années. Les roches métamorphiques, ça peut être des roches soit magmatiques, soit sédimentaires, qui sous l'action de la température, de la pression ou d'autres facteurs, ont vu leur composition changer. On y retrouve le gneiss, qui est reconnaissable à ses stries horizontales, l'ardoise, dont on se sert pour les toits des maisons et qui vient de l'argile, et le marbre, qui vient du calcaire. Donc on sait désormais que les roches peuvent être transformées à cause de la pression et de la température, mais ça reste assez flou. Pour que ce soit plus clair, on va devoir rentrer dans les détails. Une roche, c'est quoi exactement ? Une roche, c'est un ensemble de minéraux. Je vais prendre pour exemple le granit, car c'est une roche assez commune. Dans le granit, on retrouve différents minéraux, dont le quartz. Le quartz, c'est composé d'atomes de silicium et d'oxygène, organisés dans ce qu'on appelle un système cristallin, mais je vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que la position de ces atomes détermine le type de minéral qui va se former. Pour se former, le quartz a besoin de conditions très particulières. Il se forme grâce à un apport continu d'eau riche en silice et très chaude. En remontant à la surface, cette eau qui est donc très chaude va refroidir et cristalliser sous forme de quartz. Et là vous allez me dire, d'accord, c'est très bien Sarah, mais c'est quoi le rapport avec le métamorphisme ? Eh bien j'y arrive. Lorsque le quartz est soumis à une haute pression, donc minimum 2,3 pascal, ce qui correspond à une profondeur d'environ 90 km sous la surface de la Terre, la pression va compresser le quartz et changer sa structure, le transformant en cohésite, un nouveau minéral. La composition reste la même, mais la structure des atomes change. C'est un type de métamorphisme. Maintenant que les bases sont posées, il est temps de parler du diamant. Le diamant, tout le monde sait à quoi ça ressemble, je pense, c'est un minéral considéré comme une pierre précieuse. Un diamant n'est composé que d'atomes de carbone qui ont des liaisons très fortes entre eux, ce qui le classe au sommet de l'échelle de Mohs qui détermine la dureté des minéraux. Il est très prisé non seulement pour son côté esthétique, mais aussi industriel grâce à sa dureté et à sa conductivité thermique. Ça veut dire qu'il est capable de conduire la chaleur. Pour former un diamant, il faut se rendre entre 125 et 200 km de profondeur, donc dans le manteau terrestre, où les températures dépassent les 1000 degrés et la pression est 70 000 fois supérieure à la pression de l'atmosphère terrestre. C'est là que le carbone va cristalliser et remonter grâce au magma pour enfin arriver à la surface dans des roches volcaniques comme la kimberlite. Mais c'est quoi le rapport avec le graphite des crayons à papier ? À la base, le graphite c'est un minéral très friable parce que il possède une structure en feuillet formée à partir du carbone contenu dans les roches sédimentaires. Donc en fait, c'est des feuillets de carbone horizontaux qui se superposent. C'est la forme stable et la plus courante du carbone. Le graphite aussi a des propriétés intéressantes, non seulement utilisé pour les mines de crayons à papier donc, mais aussi en aérospatial ou comme électrode, car lui aussi est un très bon conducteur de chaleur et d'électricité. Mais là encore, la pression et la température vont tout chambouler. Durant ces millions d'années et grâce à la tectonique des plaques, du graphite peut s'enfoncer et atteindre le manteau. C'est là, dans des conditions de pression et de température idéales, que le graphite va se transformer en diamant, selon le processus que j'ai déjà évoqué. C'est donc en partie grâce aux végétaux d'hier que l'on peut utiliser les diamants d'aujourd'hui. On peut transformer du diamant en graphite, mais il faut des conditions très spéciales. Il faut qu'il soit sous vide et qu'il soit maintenu à une température très élevée, de minimum 800 degrés. À la surface, le diamant garde sa forme, car sa transformation est trop lente pour qu'on puisse l'observer à l'échelle humaine. Donc pour résumer, la mine de ton crayon a certes la même composition qu'un diamant, car ces deux minéraux sont composés exclusivement de carbone, cependant, la disposition des atomes n'est pas la même, ce qui change non seulement leur apparence et leurs propriétés. Il est possible de passer de l'un à l'autre en les soumettant à des pressions et à des températures importantes. Pour tout vous avouer, à la base je devais m'arrêter là,
mais ça ferait un épisode trop court. Donc, j'ai choisi de vous parler un peu plus du diamant et pourquoi c'est un minéral très controversé dans le monde d'aujourd'hui. En 2024, dans le monde, on a extrait 117 960 millions de carats de diamants naturels, ce qui équivaut à environ 23,6 tonnes. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette extraction pose un énorme problème humain et écologique. D'après le gouvernement australien, on estime qu'il faut en moyenne extraire 250 tonnes de roches pour obtenir 1 carat, donc 20 mg de diamant. Cette extraction, elle se fait en partie dans les mines à ciel ouvert, ce qui grignote peu à peu des hectares et des hectares de forêts, rivières, zones humides, etc. Certaines roches, une fois remontées à la surface, acidifient le sol et les eaux environnantes car elles contiennent des éléments chimiques toxiques. La roche est ensuite concassée, triée et lavée, ce qui nécessite d'énormes quantités d'eau et d'énergie. Ça, c'est pour le coût environnemental. Mais il y a aussi un coût humain. En effet, notamment en République démocratique du Congo, ou RDC, de nombreux enfants travaillent dans les mines de diamants, mettant gravement en danger leur santé et leur sécurité. L'industrie du diamant finance également certains conflits armés, guerres civiles et génocides, c'est ce qu'on appelle les diamants de sang. Je vous ai mis plusieurs sources en description si vous voulez vous renseigner davantage. Une solution en expansion ces dernières années est la fabrication de diamants en laboratoire. Pour ça, on place soit une plaque de carbone, soit un gaz très riche en carbone dans un espèce de four qui va imiter les conditions de pression et de température du manteau terrestre. Le carbone va alors cristalliser et se transformer en diamant. Cette méthode permet de produire des diamants à l'infini, dans la forme et la taille voulues, tout ça sans endommager les terres et sans faire travailler d'enfants. On pourrait alors penser que les diamants de laboratoire sont une meilleure solution. Mais la création d'un diamant entre guillemets synthétique demande énormément d'énergie. Pour fabriquer un seul carat de diamant taillé, il faut compter entre 36 et 215 kW d'électricité selon la méthode utilisée, d'après une étude de 2021. Si on part sur le chiffre le plus bas, donc 36 kWh d'électricité, ça équivaut à la consommation journalière d'une maison d'environ 150 m², ce qui n'est pas négligeable. Cependant, selon Gwemi Ouleye, pardon pour la prononciation, spécialiste des mécanismes de recherche de marché durable, estime qu'en comparaison, la production de diamants naturels rejetterait 160 kg de CO2 par carat, contre 20 kg pour la production de diamants de laboratoire. En conclusion, le marché du diamant est une industrie gigantesque, très controversée de par son coût humain et environnemental. La meilleure solution restant encore et toujours de réutiliser ceux déjà produits. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était un peu moins positif, etc. que d'habitude, mais je trouvais important d'alerter sur ce sujet-là. L'écologie, les droits humains, etc., c'est des combats qui me tiennent évidemment énormément à cœur, et je ne pouvais pas parler du diamant sans parler des controverses autour de ce minéral-là. N'hésitez pas à aller voir mes sources en description, il y a des études, des articles, des vidéos qui permettent d'avoir une approche différente du sujet et de compléter ce que je dis dans cet épisode. Dans la description, vous trouvez également mon Instagram où je publie des actus du podcast, mais aussi du contenu sur mes études, etc. Moi, je vous dis à la prochaine, un vendredi à 18h. Bisous! Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. I propose a toast to evolution. May we use it well.